TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion Le Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 2, aussi appelé l'épisode numéro Stoffel Van Dorn. Pourquoi tu dis numéro Stoffel Van Dorn, Abdou? Ben, parce que Van Dorn portait le numéro 2 pendant 2 ans lorsqu'il était chez McLaren en 2017 et en 2018. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan en détail. Sur la deuxième fin de semaine du championnat de Formule 2 ayant eu lieu à Bakou, on revient sur le jeu F1 2019 qui va sortir à la fin du mois de juin et on prend le temps de rendre hommage au grand Ayrton Senna qui est décédé il y a 25 ans lors du Grand Prix de Saint-Marin le 1er mai. Pour ce faire, je serai accompagné de mon co-animateur Brian Wimett pour la première fois. Bonjour Brian. Bonjour Abdou. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui, toujours bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs et c'est un départ! On revient tout de suite sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui s'est disputé dans les rues de Bakou. 4e manche du championnat du monde de Formule 1. Et aussi une course qui promettait parce que, comme vous savez, je suis quelqu'un qui aime cette course parce que il s'agit d'un crash fest, comme on l'a vu en 2017 et en 2018. Mais cette année, pour la course, ça n'en fut pas un. Bon, à part vendredi et samedi, mais on reviendra là-dessus. Alors, allons-y tout de suite avec les résultats de la course. Il s'agit du pilote Mercedes Valtteri Bottas qui a remporté le Grand Prix. Calme! Très calme. On s'attendait à un petit peu plus d'action au niveau de Mercedes, surtout avec les tests de Ferrari durant FP2, FP3. Mais finalement, ça a été les Mercedes qui sont sortis gagnants de cette course-là. Effectivement, et quand on dit gagnant, parce que pour la 4e fois consécutive, c'est un doublé Mercedes puisque Lewis Hamilton termine 2e et c'est la première fois de l'histoire qu'une écurie enregistre 4 doublés consécutifs lors des 4 premières courses de la saison. Sébastien Vettel complète le podium en 3e place. Max Verstappen sur la première des 2 Red Bull termine 4e. Charles Leclerc finit 5e. Sergio Perez, le maître de Bakou, finit 6e sur la Racing Point. Carlos Sainz et Lando Norris finissent 7e et 8e chez McLaren. Lance Stroll finit 9e sur l'autre Racing Point. Et Kimi Räikkönen sur Alfa Romeo complète le top 10 et ceux qui ont obtenu des points. Et le pilote du jour revient à Charles Leclerc. En plus, il a obtenu le point boni pour le meilleur tour de la course. Ouais, ça, il faut qu'on s'entende aussi là-dessus que à 3-4 tours de la fin, Ferrari a décidé de rappeler Charles Leclerc au puits pour changer la gomme médium à la gomme tendre, juste pour essayer de voler un petit point au Mercedes dernière minute, comme on peut dire. Faut croire que oui, ça a été un doublé Mercedes, mais ça a un petit peu tiré les cheveux quand Ferrari a littéralement volé le dernier point. Exactement. Alors, Brian, je vais te demander tout de suite, quelle a été la performance, la contre-performance et le moment cocasse de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan? Pour le reste, j'ai 2 coups de cœur pour cette course-là. Mon premier coup de cœur est définitivement Valtteri Bottas. Dans le fond, toute la course, il a dominé la course comme un champion, malgré qu'on a eu quelques petites frousses au départ, avec Hamilton qui a eu un très 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 bon départ. Ouais. Mais ça va sans dire que Valtteri a gardé la tête froide tout au long de la course, a été franc dans son pilotage, puis il mérite entièrement la rédemption aujourd'hui à Bakou, puisque l'an dernier, on se rappelle toutes de la malheureuse crevaison au dernier tour qui a volé carrément sa course. Ensuite, mes 2 autres coups de cœur, c'est les McLaren.
Les McLaren ont eu une très 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 belle course aujourd'hui. Il faut s'entendre que il y a eu une petite guerre entre Sainz et Norris durant la mi-course à peu près, mais ça a été une course qui a été pour eux aussi très franche, aucun problème mécanique, pilotage A1. Les deux pilotes étaient en forme, particulièrement en forme aujourd'hui, avec une 7e et une 8e place. Puis on voit vraiment le développement de McLaren les 3 dernières années. Oui, ils ont eu des bad luck avec Fernando Alonso, avec les moteurs Honda. Puis du moment que Renault s'est envenu, ça a été un tout autre changement, 2 nouveaux pilotes, puis ils démontrent bien les performances que McLaren peut avoir aujourd'hui. Effectivement, puis en plus, c'est ça qui va nous montrer si la McLaren est meilleure cette année que celle de l'année dernière. C'est au niveau du développement, parce que je pense après un certain temps, genre mai, juin, juillet, ils ont arrêté le développement, puis ça a été une descente aux enfers. Donc j'espère que pour cette année, et avec 2 pilotes qui sont vraiment très bons, Sainz qui est arrivé de chez Renault la saison dernière, qui a fait de belles performances, finalement marque des points parce qu'il a été malchanceux. En Australie, son moteur a explosé après 9 tours. Au Bahreïn, pardon, accrochage avec Max Verstappen qui a ruiné ses chances, et en plus il était 6e. En Chine, pris dans le sandwich avec son coéquipier Norris et la Toro Rosso de Daniel Kvyat. Mais finalement, ça fait du bien de voir Sainz dans les points. Alors, et finalement, quel est ton moment cocasse du jour? Mais on va y aller pour la contre-performance avant. Ah oui, On faut pas excuse-moi. oublier la contre-performance. Ben Dans le oui. fond, j'ai encore quelques petits choix de pilotes pour la contre-performance. Je suis déçu ces temps-ci par Pierre Gasly. Là, tu vas me dire pourquoi il sort de Red Bull, puis pourquoi? il sort de Toro Rosso, puis il était bon chez Toro Rosso, mais je sens qu'il y a un petit peu de misère à attraper d'avoir un petit peu de pace pour chez Red Bull. C'est clair qu'il y a une adaptation à être faite entre la transition entre Toro Rosso puis Red Bull, mais je trouve qu'il y a vraiment de la misère. Les 4 dernières courses, il y a pas eu des belles performances, puis on voit vraiment l'écart entre Max Verstappen puis Pierre Gasly, les deux styles de pilotage carrément différents, mais on voit que chez Gasly, il manque quelque chose de très important au niveau, puis surtout qu'il est dans une très 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 bonne écurie. Il est habitué avec le moteur Honda, il est habitué avec le modèle Toro Rosso, Red Bull. Et Honda en plus, parce que il faut le préciser, en 2017, quand il est allé en Super Formula, qui est l'équivalent de la IndyCar au Japon, Gasly a roulé pour une Dallara Honda, en fait, aux couleurs de Red Bull. Donc, il connaît la culture japonaise du moteur. Exact. Et c'est pour ça que quand il est arrivé en Formule 1, quand il a complété la saison 2018 avec Toro Rosso, il a aidé au développement du moteur. Sinon, il y a eu aussi un pilote où est-ce que j'étais vraiment déçu, Daniel Ricciardo. Ouais. Là, tu vas me dire, quoi, c'est un ancien pilote Red Bull, t'aimes Red Bull pis tout ça, oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, très 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 mal piloté, surtout que ceux qui ont vu la course, ils ont vu ce qui s'est passé à la fin avec Daniel Kvyat. Je trouve que depuis qu'il est chez Renault, depuis qu'il y a eu la décision qui a été prise de partir de Red Bull puis tenter de aller vers une autre écurie un petit peu plus puis évoluer chez Renault, je pense que ça a été une décision qui a été prise trop rapidement, je pense. Puis il y a énormément de difficultés à se rattraper à ce niveau-là, malgré qu'il est habitué avec les moteurs Renault. Il est habitué aussi, comme tu disais, avec la culture Renault. Je trouve que oui, c'est un pilote qui a du potentiel, mais je trouve que l'adaptation comme Gasly se fait un petit peu plus avec difficulté. Sinon, on voit vraiment que Ricciardo, il a vraiment pris un peu le dark side à la fin de la course quand il a littéralement reculé sur Kvyat. Ça a été vraiment un geste délibéré, vraiment pas pris le temps de regarder, puis il a dit moi ma voiture est encore bonne, m'a reculé, puis que on se rend compte que finalement il y avait quelqu'un en arrière. Mais je vais revenir un peu sur le cas de Gasly, parce que il faut le préciser. On va en parler aussi, qu'on va faire le tour des écuries en détail. Gasly est parti de la ligne d'appui parce que son écurie Red Bull a omis
Ben, en fait, il a omis d'aller à la pesée obligatoire lors des essais et il est passé directement dans son box de Red Bull pour faire une pratique d'arrêt au puits. Ça lui a fait mal. Puis en plus, il a été disqualifié d'une séance de qualification dont il connaissait déjà le sort parce qu'ils ont surpassé je pense, la limite d'utilisation d'essence requise. Oui. Puis en plus de ça, il faut spécifier qu'il n'a pas terminé la course non plus aujourd'hui dû à un problème moteur. On n'a pas vraiment eu de nouvelles sur le problème que Gasly a eu aujourd'hui. Ben, je pense que Gasly, excusez mon français, mais je pense que c'est un problème de drive shaft, si j'ai bien compris, un problème de drive shaft. Donc, je vais essayer de trouver un peu plus tard la définition propre française de ce mot. Mais sinon, pour ce qui est du moment cocasse, de parler de la course, vraiment, c'est le moment cocasse que j'ai eu. Je pense que c'était vraiment l'accrochage entre Daniel Kvyat et Daniel Ricciardo. Vraiment, aujourd'hui, ça a été une course. Pour moi, personnellement, je pense que ça a été une course très calme comme course. Pas eu de trop de... Malgré que FP2, FP3, les qualifications promettaient énormément. Ça a été une course qui était, vraiment sage, on va dire, jusqu'à la toute fin. Dans le fond, juste pour vous mettre en contexte ce qui s'est passé, Ricciardo et Kvyat... Kvyat qui était à l'avant, puis Ricciardo qui était à l'arrière et qui se battait. Puis ils sont accrochés vers le virage 13, non? 13, 14? Non, virage 3, ouais. Virage 3, bon. Virage 3, et on voit tout de suite que Ricciardo essaie, c'est sa tactique de l'habitude de freiner vraiment dernière minute, juste pour avoir un meilleur virage, juste pour pogner l'intérieur. Puis on voit tout de suite que les pneus, avec la température et un peu le contexte environnemental, a juste fait en sorte que il a passé tout droit, Kvyat qui a tenté d'éviter Ricciardo, mais qui s'est ramassé sur la barrière de protection. Et vraiment, là, ça a juste été m'ont reculé dedans. OK, et excuse-moi de t'interrompre. Donc finalement, un drive shaft, c'est juste l'arbre de transmission qui a qui n'a plus fonctionné dans le cas de Gasly. Je m'excuse, Brian. C'est bien correct. Sinon, on peut parler aussi de l'overall, la course. Comment t'as trouvé ça? Je veux dire, ça a été une course, on s'attendait à quelque chose de gros aujourd'hui. On s'est dit Bakou, 4e course de la saison, quelque chose de gros. Quelque chose de gros, des accidents à FP2, FP3. Faut parler aussi de l'accident qui s'est passé en FP1. Faut pas oublier ça, gros, un autre moment cocasse de la fin de semaine en FP1, George Russell a littéralement roulé sur un manhole qu'on appelle, sur une bouche d'égout, qui était mal vissée, mal soudée, et s'est soulevé et a arraché carrément le plancher de la voiture. Et lors du transport de la voiture, ils ont passé en dessous du viaduc et la grue a littéralement cassé sous le pont. Et toute l'huile, toute l'hydraulique s'est toute déversée sur la voiture. Ah ouais. Ça, c'était quand même assez cocasse. Et en plus, c'est exactement un de mes moments cocasses, mais j'en reparlerai après. Puisque moi, ma performance de la journée, naturellement, Valtteri Bottas. Est-ce que c'est la barbe qui lui fait ça? Est-ce que c'est le fait qu'il ait mangé du porridge? Non, porridge. Oui, Porridge Boss. Oui, Porridge Boss. Depuis le début de l'année, quand il a dit au Grand Prix d'Australie avec Mark Webber sur le podium que j'ai juste mangé du porridge, c'est devenu la sensation, un meme. Un running gag, littéralement. Un running gag. Et en plus, sur son compte Instagram, je pense samedi avant les qualifications, il avait mis sur sa stories voilà mon bol de porridge. Et devinez quoi? Il a gagné la course. Et il a obtenu la pole position. Ben oui. Donc, oui, Bottas, vraiment, j'ai été impressionné par le Finlandais. Un Bottas 2.0, finalement, je pense qu'il n'y a pas de hype. Moi, je pense que ça va donner comme une rivalité style Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Mais on voit vraiment que Bottas a une tête un peu plus froide puis un peu moins échauffée que Rosberg dans le temps. Ouais, parce que Rosberg connaît plus Hamilton que Bottas le connaît. Sinon, Charles Leclerc, belle course dans les circonstances, malgré son accident lors de la Q2 des qualifications samedi. Effectivement.
Il aurait mérité un meilleur sort, mais il a fait une bonne course dans les circonstances. Puis sinon, c'est un pilote qui a fini dixième, Kimi Raikkonen. Ouais. Ouais, il a fait une bonne course parce que 2 heures avant le départ, on a appris que Raikkonen avait été disqualifié pour l'usage illégal de son aileron avant qu'il a utilisé pendant la journée du samedi. Donc, disqualification égale départ de la ligne des puits. Son début de course n'a pas été très très bon. Il en a arraché. Septième tour, je pense qu'il s'est arrêté pour chausser la gomme médium, donc la gomme jaune, Ouais. et a passé le reste de la course avec pour monter dixième, marquer un autre point important pour Alfa Romeo. Je trouve que Raikkonen, ces temps-ci, se démarque énormément chez Alfa Romeo Sauber. Je trouve Ouais. qu'il apporte quelque chose de plus à l'écurie. Ça nous a tous surpris l'année passée quand il avait annoncé qu'il partirait à son écurie de départ. Ouais. Quand il a commencé à ses débuts. Et on était tout un petit peu sceptiques sur le sort de Raikkonen en début de saison 2019. Mais je trouve qu'il se débrouille énormément bien. Ouais. Je trouve qu'il se démarque de tous les pilotes, qui est malgré avec une voiture qui est un peu de troisième partie, comme on peut dire, là, de troisième... Ben, disons dans la bataille du milieu de peloton ouais, aussi. exact. Puis je trouve qu'il se débrouille très bien au niveau développement, au niveau Ouais. pilotage, puis que on voit que Sauber est une écurie qui peut encore apporter quelque chose de bien à la F1. Oui, exactement. Puis en plus, Raikkonen, bon, on le connaît pour son one line punch, son just leave me alone, I know what to do. Mais en général, n'importe quelle écurie voudra voir un Raikkonen parce que il est doué, il est très très bon pour donner du feedback, puis Un pilote mature. un pilote très mature. Donc voilà, ça c'est mes performances du jour. Sinon, ma contre-performance, en général, Ferrari et sa stratégie ratée. Ok. Parce que quand on va en parler en détail, mais Charles Leclerc menait la course. Quand tout le monde s'est arrêté, lui, il est parti avec la gomme médium, un nouveau set de pneus jaunes. Et quand tout le monde s'est arrêté, les Bottas, Hamilton, Vettel, même Verstappen se sont arrêtés. Leclerc était le meneur avec à peu près quoi, une dizaine de secondes Ouais, sur on Bottas. 10-11 secondes sur Bottas, ouais. Et puis, quand Bottas a repris du galon, ben là, il s'est fait tout simplement avaler. Mais la stratégie dans tout ça, c'était pour que Vettel puisse revenir sur les Mercedes parce que les Ferrari sont très, très rapides sur le dernier secteur qui est 2,2 km de longue ligne droite. Donc, ça aurait permis à Vettel de prendre l'aspiration au moins d'Hamilton pour aller tenter un dépassement. Ça n'a pas fonctionné parce que non seulement Vettel n'a jamais été capable de revenir sur les deux Mercedes, mais Leclerc s'est retrouvé à faire un troisième arrêt dont tu parles en début d'émission. Ouais. Pour aller chercher le point. Il faut pas oublier aussi que la Ferrari, là, they played themselves, dans le sens qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu, Ouais. puis qu'ils s'attendaient énormément à avoir on va laisser les Mercedes rentrer au puits, faire le changement de pneu, on va essayer de augmenter l'écart entre Leclerc et Bottas et Hamilton, mais ils se sont fait prendre par surprise quand les deux Mercedes en sont sortis. Ils s'en rattrapaient, puis le Ferrari ne s'est pas rendu compte que le temps courait après eux. C'est ça. Il manquait de temps pour Leclerc d'aller au puits. Puis je pense que ils s'en sont rendus compte un petit peu trop. Ils se sont rendus compte en retard. Et ils se sont juste dit, bon, on va laisser ça filer. On va laisser Vettel
prendre la pole pour Ferrari, dans le sens prendre la troisième place, Ouais. puis on va laisser Leclerc, on va lui donner un petit point juste pour dire qu'il y a eu un petit point, puis on va laisser ça filer. C'est ça. C'était un petit peu décevant pour ma part, j'ai trouvé ça décevant. Oh, oui, je suis d'accord. Puis c'est ça que je disais à un moment donné dans la balado de la semaine dernière. À un moment donné, là, il faut traiter Leclerc et Vettel de manière égale parce que tu vois, maintenant Mercedes a 74 points d'écart sur Ferrari au championnat des constructeurs. Et pourtant, on disait la Ferrari allait être meilleure qu'en 2017 et en 2018. Exact. Puis déjà, regarde, 4 doublés consécutifs de Mercedes parce que non seulement c'est là où on reconnaît les champions. C'est là où on reconnaît des vrais champions. Je m'excuse auprès des amateurs de Ferrari, mais je pense que de ce que je vois, c'est pas avant longtemps que la Scuderia va reprendre son trône. Moi, je trouve que j'avais vu, je sais pas si t'as déjà vu ce meme-là, mais j'avais vu un meme qui parlait que tout le long des tests pré-saison à Ouais. Barcelone, on voyait Ferrari scorer des points, faisait les plus longs, au niveau de l'endurance, il battait tous les records, Ouais. dépassait Mercedes à plat de couture, et on voyait que Leclerc et Vettel étaient tout le temps en haut du peloton, on voyait tout le Oui. temps Hamilton en recul, puis Bottas en recul aussi. Puis on s'en rend juste compte que finalement Mercedes, je pense que c'était dans un mind game un peu qui avait joué, puis ils se sont dit bon, on va faire exprès d'être un petit peu plus en recul, puis comme pour que ça leur monte à la tête, puis que à la première course on les ramasse, on gagne, puis là on voit juste que la preuve que Mercedes est justement c'est une meilleure écurie du championnat, puis que hey, c'est pas rien avoir 4 doublés en 4 courses. Et ce dont Brian parle, c'est sandbagging. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Je pense que Ferrari, à un moment donné, là, il va falloir qu'ils mettent les cartes sur table et disent, regardez, on va vous laisser courir. Si jamais il y a quoi que ce soit, là, on va essayer de réguler les choses. Mais là, encore une fois, Leclerc a été sacrifié. Puis, je sais pas à quoi aurait été le résultat, mais encore une fois, comme en Chine, Vettel 3, t'as Verstappen qui est 4e, et t'as Leclerc qui est 5e. Il va falloir qu'on parle aussi des team orders qui ont été faites durant les dernières courses entre Vettel puis Leclerc. Et on en parle justement dans le tout premier podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes de diffusion du genre Spotify, iTunes, Stitcher et tout ça. On en reparlera à la fin de notre émission, mais on parle justement des consignes d'équipe. Pourquoi c'est nécessaire et pourquoi Ferrari aurait dû arrêter et devrait même arrêter. C'est disponible même sur bulletinf1.com. Et finalement, le moment cocasse, Ricardo contre Kvyat, le fait qu'il recule. Oui, il y a aussi l'histoire de la séance d'essai libre qui aura duré, la première séance d'essai libre qui aura duré 12 minutes à cause de la bouche d'égout mal soudée. Aussi la grue qui heurte le viaduc. Ça a été toute une catastrophe, disons, en termes de commissaire, je trouve. Mais et aussi, je sais pas si tu as vu Brian, mais lors de la journée du vendredi en Formule 2, je pense que c'était en qualification. Oui. T'avais Sean Gallal, le pilote indonésien de Prema en F2, qui a calé, dont le moteur a calé. Oui, et là, oui. Et là, tu vois les commissaires en train de pousser, mais je pense qu'il y en a deux qui sont au niveau devant les roues arrière de la Prema. Puis quand Jalal reprend quand le moteur redémarre, et là les deux commissaires derrière font une chute. Mais ça aurait pu être dangereux. Oui, ça aurait pu être pire. On voit littéralement que Galeal, il fait juste reprendre
le contrôle de sa voiture et on voit juste les commissaires qui se font rouler dessus. En fait, littéralement, les deux jambes ont été prises de chaque côté. Deux jambes ont été prises sous les roues. On peut se rappeler d'un accident comme ça l'année passée, 2017, Ferrari... 2018, oui. 2018, excuse-moi. Au Grand Prix de Bahreïn, quand le mécanicien qui changeait la roue arrière gauche de Kimi Raikkonen, ouais. a été heurté, la jambe brisée. Heureusement, les deux commissaires en question n'ont pas été blessés, mais ça aurait pu être pire. Faut parler des commissaires aussi en F2. On s'entend que même là, commissaire en F2 ou F1, les commissaires de course en Azerbaïdjan, tantôt on voyait les reprises de la course, la première course la deuxième course de F2. La sprint. Oui, la sprint. Quand on avait vu King et Nikita Mazepin. Mazepin aussi rentrer dans le mur au tour numéro 2 ou au tour numéro 1, le temps que ça a pris pour enlever les voitures de là puis réparer la barrière de sécurité, ça a été long. Quasiment la moitié de la course et plus. Ouais, mais en même temps, je comprends que il faut faire ça de manière sécuritaire parce que il faut pas non plus risquer la sécurité des travailleurs parce que il y en a qui le font de manière bénévole, il y en a qui viennent d'ailleurs partout dans le monde. Donc c'est bien de vouloir faire ça bien et sécuritaire, mais il faut le faire de manière efficace. Bon, on l'a vu en plus avec la grue qui ne passait pas finalement, mais je pense que ça pourrait être mieux. Donc, on va passer tout de suite à les performances et contre-performances de nos suiveurs sur Twitter, de nos abonnés. Twitter, ouais. On a TM underscore LYRV, excuse-moi si j'ai mal prononcé, qui dit la performance Bottas contre performance Ferrari et le moment cocasse, Daniel Ricciardo. Je pense que c'est unanime le moment cocasse. Ouais, je pense que c'est Ricciardo unanime. Kvyat, là, ouf. Ouais, et il y a Étienne sur Twitter qui nous dit performance Bottas plus mention spéciale Charles Leclerc. Contre-performance Ferrari pour l'erreur de stratégie. Ils ont trop attendu pour faire entrer Leclerc plus Vettel totalement transparent. Puis le moment cocasse, évidemment, l'accrochage Ricciardo Kvyat. Je pense qu'Étienne a totalement raison sur la stratégie Ferrari aussi. On en parlait tantôt, là. Oui. C'était horrible. Oui. Il y a Francis Paquette, toujours sur Twitter, qui nous dit, bon, performance du jour Bottas, contre-performance Ferrari, pour la mauvaise stratégie, évidemment, et le moment cocasse, Ricciardo Kvyat. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Et en passant, pour ce qui est de Ricciardo Kvyat, Daniel Ricciardo a reçu une pénalité de 3 places sur la grille pour le Grand Prix d'Espagne dans 2 semaines, justement parce qu'il a causé une collision en reculant sur la Toro Rosso de Kvyat. Donc, on a fait le tour pour les performances contre performances du jour. Si tu veux bien, Brian, on va faire un tour des écuries. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on a parlé de Ferrari, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour pour Ferrari puis Mercedes, je pense. Mais Mercedes, on va en parler un peu plus parce que vraiment, c'est un très très bon début de saison. Oui, oui. Et à Bakou, ils ont été propres. Même le départ. On a vu une petite bagarre entre Hamilton et Bottas, mais Hamilton, bon, il a dit qu'il était un peu trop doux pour attaquer Bottas, mais le Finlandais a tout juste résisté. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des Mercedes en fin de semaine? Moi, je trouve que les Mercedes ont été très fair play dans leur course, très fair play dans leur stratégie en fin de semaine. On s'entend que Bakou n'a jamais vraiment été le circuit préféré d'Hamilton. Je pense que c'est pour ça qu'il a été un petit peu plus clément à l'égard de Bottas. On sait que Hamilton il est très fort dans tous les circuits. On voit dans 2 semaines, c'est Barcelone. 3 semaines, c'est Monaco. Puis après ça, c'est le Grand Prix de Montréal. On s'entend que c'est 3 circuits que Hamilton maîtrise à la perfection. Puis c'est pour ça que je pense qu'il s'est gardé un petit peu de gêne en fin de semaine. Puis il s'est dit, moi je vais la laisser filer à Bottas. Sinon...
Mercedes, les performances ont été exceptionnelles. Je trouve que Bottas est piloté comme un champion, vraiment digne de champion. Garder la tête froide tout le long, comme je disais en début d'émission. Hamilton, il aurait pu un petit peu plus serrer la vis au niveau de Bottas. On voit au dernier tour, il y avait un écart de 0.8 secondes là, sur Bottas, puis que au dernier virage, on voyait qu'il dérapait un petit peu, puis que ça allait enlever toutes ses chances de déplacement à la fin, mais on s'en fait pas trop pour ça, parce que c'est quand même Lewis Hamilton, puis oui, ok, ça l'envie un petit peu que Bottas soit maintenant premier au niveau du championnat, mais je pense pas que ça va être un problème pour lui dans les prochaines courses. Ouais, c'est ça, parce que je pense que Barcelone, dans 2 semaines, ça devrait être probablement là où on va voir si Mercedes va continuer. Mais en fin de semaine à Bakou, bon, j'ai regardé les faits saillants des qualifs, vraiment. Et il faut aussi parler de la stratégie qu'ils ont fait pour, disons, peux-tu m'aiguiller là-dessus? Ben, si tu as regardé les qualifs samedi, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en Q3 avec Vettel et les 2 Mercedes? Dans le fond, en Q3, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu une feinte qui a été faite par les 2 Mercedes à la sortie des puits. Dans le fond, on se rappelle que Vettel s'en venait sur la ligne droite, sur la grande ligne droite pour passer de la ligne d'arrivée. Puis on voit les 2 Mercedes sortir, puis que on voit l'ingénieur de course qui dit à Bottas, tasse-toi vers la gauche le plus possible, fais une feinte. Arrête-toi, on va tenter de faire une feinte, puis Hamilton va te suivre en arrière juste pour empêcher Vettel d'avoir une aspiration pour qu'il y ait le meilleur temps de course. Okay. On va se ramasser aussi que les 2 Mercedes se ramassent en arrière de la Ferrari pour avoir l'aspiration, avoir le moins de dirty air qu'on peut appeler, puis avoir le meilleur temps possible. Dans le fond, c'est que après ça, on s'en est tous rendu compte. Vettel s'en est rendu compte aussi, puis à la conférence de presse avant la course. Après les qualifs, il avait dit on t'a piégé. Ouais, on t'a piégé. Puis Vettel disait, ah ouais, c'était pourquoi vous avez fait ça, Puis là, Bottas fait juste dire, c'est une simple calibration d'embrayage. Puis Vettel fait, ouais, juste une simple calibration d'embrayage dans le sens disant que, ouais, vous me prenez pour un con, là. C'est pas ça qui est arrivé pour de vrai, là. Ok, donc c'était du genre, ha! Got it! Ouais, littéralement. C'est une stratégie, c'est une très bonne stratégie, là. De la part de Mercedes, en fond, ils voulaient juste s'arranger pour être en arrière de Vettel, puis avoir le plus d'aspiration possible, faire les meilleurs temps, puis on voit ce que ça donnait aujourd'hui avec la course, puis les qualifications ont porté fruit. Ah oui, effectivement. Maintenant qu'on a parlé de Mercedes, je vais revenir un peu sur Ferrari, parce que il faut qu'on en parle. L'accident de Charles Leclerc en Q2 au virage 8, ce fameux virage qui est 7,6 mètres de large, excusez, moi où il se dit, je suis stupide. C'est des choses qui arrivent, Charles. Je trouve qu'il se met énormément trop de pression. Je trouve qu'il c'est un jeune pilote, hein, on s'entend, c'est un jeune pilote qui est frais sorti comment on peut dire, de l'académie, on peut dire. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais le fait qu'il se traite de stupide comme ça, qu'il s'insulte puis qu'il dit qu'il n'a pas un bon pilotage, je trouve ça vraiment, moi je trouve ça aberrant. Pas aberrant, Tu t'es rendu en Formule 1, je veux dire, t'es pas stupide, des heures ça arrive, t'es un humain quand même, puis mets-toi pas trop de pression comme ça. Je me sens mal pour Charles parce que je sais qu'il veut bien faire, mais c'est sa 2e saison en Formule 1, il faut pas l'oublier. C'est la même chose avec n'importe quel pilote qui est passé par là. Exact. Des erreurs, ça arrive. Je sais que Charles, il a su rebondir de la belle manière. On en a parlé de la stratégie de Ferrari qui était ratée, mais en général, il a fait une bonne course et il s'est bien repris. C'est sûr, des accidents comme ça, il va en arriver, que ce soit avec Sauber, / Alfa Romeo ou bien avec Ferrari. C'est sa 2e saison, il faut être indulgent, comme il faut l'être avec n'importe quel pilote qui arrive. Puis en plus, il a 21 ans, il a le temps d'apprendre, donc c'est juste ça. Alors maintenant qu'on a parlé de Mercedes et de Ferrari, parlons maintenant de Red Bull. Si tu veux bien, Ben, tu veux bien commencer? Vu que je sais que tu aimes beaucoup l'écurie et que tu as même bu un Red Bull en arrivant. Ben oui. En fait, là, tu viens me prendre par les sentiments. Là, tu viens de me donner le goût de parler de mon écurie favorite. C'est la dernière fois que je fais ça.
Puis, dans le fond, Red Bull, je trouve que, oui, ils ont eu une bonne stratégie en fin de semaine. Ils ont eu une bonne course. Ça a été très, on s'entendait à ce que les Red Bull performent un petit peu plus, par exemple, en fin de semaine. On voyait que Max Verstappen voulait vraiment pousser la voiture à son maximum. Gasly, un petit peu plus de misère, surtout qu'avec son départ au puits, a tenté quand même d'atteindre la 10e position avant qu'il y ait un petit dommage au niveau de son embrayage. Ouais, Euh, sixième. oui, c'est vrai, il était sixième. Puis Max, je trouve qu'il était stable durant la course. Pas de conneries qui ont été faites, pas de niaisage. Un pilotage qui était très mature, très constant. J'ai rien à dire d'autre sur les Red Bull en fin de semaine. Je trouve ils ont très bien piloté en fin de semaine. Ouais, en plus, Honda a amené a amené des mises à jour pour donner un peu plus de chaud vapeur à leur groupe propulseur. Donc, Ouais. ça, on l'a vu avec Vettel. Même Gasly a eu le meilleur temps en Q1. Oui, c'est vrai. Et si je me trompe pas, et si je ne me trompe pas, Verstappen était à un moment donné premier en Q2 avant l'accident de Leclerc. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que Red Bull Honda, surtout sur un circuit de vitesse comme Azerbaïdjan et sur un circuit urbain, c'est bien débrouillé. Ouais. Pour ce qui est de Gasly, oui, il est parti de la ligne des puits, mais il était sur pratiquement presque la même stratégie que Charles Leclerc, donc c'est-à-dire avec la gomme médium, il ne s'est pas arrêté, puis au moment d'abandonner à cause de l'arbre de transmission qui a flanché, il ne s'était pas arrêté. Il aurait probablement sécurisé la 6e place. Ouais, franchement. Ou probablement fait comme en Chine, tenter d'aller chercher le point bonus, pardon, pour le meilleur tour en course. Maintenant, après avoir parlé de Red Bull, passons à Racing Point. Sergio Perez, 6e, que j'ai appelé en début d'émission le maître de Bakou, parce que avant la course, c'est lui qui comptait le plus de podiums sur la piste urbaine de la capitale Azérie. Il avait inscrit un podium l'année dernière en 2018. Ouais. Et en 2016, lors de la course inaugurale sur cette piste. Et Lance Stroll qui finit 9e. Parlons de Perez, si tu veux bien, parce que le Mexicain s'est très, très bien débrouillé. Oui. Encore une fois, a prouvé qu'il était un maître sur cette piste. Il s'est qualifié 5e. Oui, 5e. Vraiment impressionnant. Oui. Quant à Lance Stroll, encore une fois éliminé en Q1. Bon, il a profité des pénalités à Giovinazzi, Gasly, entre autres, pour monter à la 13e place, et à la disqualification tardive de Raikkonen pour partir P13. Mais en général, moi, je trouve que Stroll a fait une bonne course. Perez aussi, comme d'habitude, a été régulier, constant. C'est un pléonasme, excuse-moi. Il a été excellent et je comprends maintenant pourquoi Racing Point l'a gardé. Bon, à part le fait qu'il a placé Force India en administration, mais c'est un pilote qui est très intelligent, qui est capable de donner le maximum à cette écurie. Et quant à Stroll, bon, il y a eu cette histoire de double arrêt au puits qui a un peu mal tourné parce que bon, il y a Perez qui est rentré, mais Stroll l'a accompagné par la suite sur le même tour. Et là, il a été relégué au fond de peloton. Il a fait quelques dépassements, a profité de l'abandon de quelques pilotes pour monter et marquer des points. Mais je trouve qu'en général, Racing Point a été excellent. Ça fait du bien. Je trouve que, par contre, on va le dire assez souvent, Stroll a besoin de s'améliorer en qualification. Oui. Mais en course, et encore là, il a gagné 2 places au départ. Il a dépassé Daniel Kvyat, Daniel Ricciardo, qui était devant lui. Et Ricciardo était derrière lui lorsqu'il est rentré au puits. Bon, c'est une décision. Là, je l'ai dit sur Twitter, ils auraient pu faire rentrer Stroll qui perdait du temps sur les McLaren, mais aussi qui s'est fait dépasser
par Pierre Gasly. Puis Aussi. ensuite, tu fais rentrer Perez pour qu'il puisse garder sa 6e place ou bien même tenter quelque chose. Mais en général, Racing Point, pour la première fois depuis le Grand Prix du Japon de l'année dernière, voit ces 2 voitures marquer des points. Et j'espère que pour le Grand Prix d'Espagne dans 2 semaines, ils vont amener d'autres mises à jour parce que ils ont commencé la saison avec une voiture fraîche qui avait besoin d'être améliorée constamment. C'était ça la stratégie. Alors, une fois que tout sera réglé, peut-être qu'on verra Racing Point se pointer, excusez le jeu de mots, se pointer dans la lutte du milieu de peloton. Donc, en général, une bonne performance des 2 pilotes, Perez et Stroll, 6e et 10e. Tu en as parlé comme performance du jour, les 2 McLaren, Carlos Sainz et Lando Norris. Oui, les deux McLaren qui ont très bien performé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été vraiment l'écurie la plus constante de toutes les du championnat en ce moment. À date, sont très stables comme écurie. On voit, contrairement à l'année dernière, l'évolution de cette écurie-là. 2 nouveaux pilotes cette année. Sainz et Norris. Sainz qui est qui est pas un nouveau, On va dire un vétéran, on disons. peut dire un vétéran qui sort de Renault, qui change pour McLaren Renault. Puis Norris, qui est champion de Formule 2, qui a trouvé son siège chez McLaren aussi. 2 pilotes qui sont très matures, comme malgré leur jeune âge, sont très matures, démontrent une bonne capacité de course, une bonne capacité de pilotage, du pilotage de qualité pour de vrai. C'était une course qui demandait beaucoup de précision. Puis ces deux-là, les 2 pilotes ont réussi avec brio cette course-là. Il y a eu une bataille entre les deux. L'écurie les a laissés piloter, ils ont pas fait de niaiseries. Puis ça démontre que ces 2 pilotes matures qui sont capables de performer, qui sont capables d'évoluer au sein de cette écurie-là, puis que McLaren éventuellement pourrait être en haut du peloton, littéralement. Respectivement, Sainz 7e, Norris 8e, pour un total de 10 points pour les deux. Sainz qui a accumulé 6 points et Norris 4 points. Et comme on l'a dit, Sainz, ce sont ses premiers points avec McLaren après une série de malchance. Passons maintenant à Alfa Romeo, Kimi Raikkonen 10e et Antonio Giovinazzi 12e. C'était en général une bonne fin de semaine pour la part de l'Italien qui, pour la première fois, s'est rendu en Q3. Il s'est qualifié 8e. Malheureusement, il savait qu'il avait une pénalité de 10 places pour un changement de composant dans son groupe propulseur. Donc, il est parti 18e, qui est passé, par exemple, 16e avec 16 ou 17e, je pense, avec les pénalités imposées à Gasly et à Raikkonen. Mais a fait une bonne course en général, un peu à l'ombre de son coéquipier. Mais j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que Giovinazzi, à un moment donné, va finir par marquer ce fameux premier point. Quant à Raikkonen, je l'ai expliqué aussi, c'est un de mes coups de cœur de ce Grand Prix parce que il s'est montré régulier, 44 tours sur la gamme médium. Il a senti tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Surtout après la disqualification très tardive. Donc, le Finlandais continue de marquer des points pour une 4e course consécutive. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner lors du Grand Prix d'Espagne, où ils ont testé, évidemment, Barcelone pendant l'hiver. Ils ont été généralement bons, malgré quelques problèmes de fiabilité, mais évidemment, ça s'est réglé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En course, j'ai rien à redire. Raikkonen est très bon pilote. Ouais. On voit que c'est un vieux vétéran, qui sait piloter. Et Giovinazzi, ça s'en vient. Mais il a été correct, il n'a pas fait d'erreur du tout. Il connaît bien ce circuit puisqu'il avait gagné la première course dans le temps
de GP2, la première course à Bakou. Alors, il connaît très bien ce circuit. Je suis quand même déçu un peu de Giovinazzi. Je veux dire, tu sais, c'est un pilote on avait beaucoup d'espoir pour ce pilote-là, puis je trouve que tout va en dégradant. Rien ne va pour le mieux pour Giovinazzi. Je trouve que c'est un pilote qui a vraiment, vraiment, vraiment de la misère. C'est un pilote qui a vraiment de la difficulté à s'adapter au monde à Formule 1. Tu sais, on avait beaucoup d'espoir que lui c'était éventuellement peut-être le nouveau pilote chez Ferrari, les essais et tout. Puis on s'est rendu compte que ce pilote-là, finalement, je trouve qu'il y a un petit peu de misère. Ouais, même lui le disait que il avait un peu de mal à s'adapter, mais on est à la 4e course sur 21. On va voir ce que ça va donner en Espagne, mais gardons espoir. On va lui donner une chance. C'est ça. Parlons de Toro Rosso. Alexander Albon, 11e. Daniel Kvyat, qui avait fait une très très bonne qualification. Oui, excellente qualification même. S'est qualifié 6e. Ouais. 6e, mais en course, ça a été compliqué. Il a fait un très mauvais départ. Ouais, très mauvais départ. A eu du mal à se retrouver par la suite. Puis, évidemment, Sa course n'est pas terminée comme il le voulait, je pense. Ouais, exactement. Avec un peu la petite bêtise de Daniel Ricciardo en fin d'épreuve. Malgré que je trouve que Kvyat, depuis son retour en Formule 1, je trouve qu'il est très bon. C'est un très bon pilote. Je trouve que il y a une amélioration, puis on voit que cette amélioration-là a été faite. On voit que il y a une maturité aussi qui a été faite chez Kvyat. Puis je pense aussi que ça a en partie cette amélioration-là vient en compte d'être un peu pilote test pour Ferrari. Je pense qu'il y avait des standards à atteindre, puis que avec Ferrari, je pense qu'ils ont atteint un petit peu, puis ils démontrent que sa place, oui, est en F1. Il y a eu de la misère en 2017 avec Red Bull, mais Red Bull avant qu'il soit avant qu'il soit rétrogradé à Toro Rosso, un petit peu de misère, mais je trouve que là il revient en force, puis c'est un très bon pilote. Et moi je pense que j'aurais souhaité qu'il marque des points. Parce que il a fait du bon travail. Il a marqué un point en Australie. Mais ensuite, ça a été un peu le calme plat. En Chine, bon, il s'est accroché avec Sainz et Norris. La pénalité était un peu sévère à mon goût. Mais en Chine, à Bakou, sa qualification remarquable. Peut-être un point aurait été suffisant pour Toro Rosso, mais je pense qu'il y a des améliorations à faire. Quant à Alex Albon, après sa remarquable performance en Chine, où il avait fini 10e, je l'ai trouvé un peu, en retrait. J'ai pas grand-chose à dire sur le... Un peu hésitant sur sa conduite, hein? Un peu hésitant, ouais, mais... C'est ça, mais c'est Bakou en même temps. Il faut faire attention parce que tu veux pas te retrouver dans le mur. Non, c'est sûr. Mais je pense que lui aussi aurait été un bon candidat pour la Q3. Peut-être même 11-12e aussi, mais... il y a quelques... Je sais pas, il s'est qualifié 12e, mais... Je trouve que... Toro Rosso aurait pu marquer au moins 2 ou 3 points. Au moins minimum. Ça a été un peu plus difficile pour Haas, hein? Oui, ça a été une course qui était très demandante pour Haas. Je pense que Grosjean, on doit parler de Grosjean qui a eu énormément de difficultés durant la course, durant les qualifications aussi, mais plus durant la course. Grosjean, lui, qui est reconnu pour ses talents de maintien de pneus, de frein aussi. Je trouve qu'il y a eu vraiment de la misère avec garder la température de ses pneus. Et surtout parce que lui aussi, c'était sur une... Je pense qu'il commençait en médium. Ouais, aussi, il a commencé en médium, ce qui l'a pas avantagé en début. Au niveau de Magnussen, j'ai pas rien à dire sur lui. Malgré que il s'est pas placé très haut sur la grille. Il a fini 13e à un tour du Monaco. Et on disait que en début de saison, cette équipe allait être la candidate pour finir 4e. Mais après le fiasco de Bahreïn et de Chine, entre autres, là arrive Bakou, un circuit de vitesse où les températures peuvent descendre au fur et à mesure parce que c'est une course qui a commencé un peu tard, à 16h.
qui a presque duré 2 heures. Donc, les températures ont baissé. Donc, c'était pas optimal pour les pneus. Puis, on a vraiment vu les deux Haas incapables de se retrouver dans le top 10. Puis en plus, Grosjean qui a pas terminé la course. Oui. Ça donne un coup pour l'écurie américaine. Ah oui, effectivement. Et encore là, le Grand Prix d'Espagne arrive. Vont-ils augmenter la performance de la voiture? C'est à suivre. Parlons vite de Renault. Ouf, très déçu. Très déçu, ouais. Très déçu. Ils n'étaient pas là pendant toute la fin de semaine, comme Haas. Ils ont opté pour des réglages moyens entre vitesse et stabilité dans les virages. Ça n'a pas fonctionné. Non. Nico Hülkenberg, fantomatique. C'est pas un circuit qu'il adore, en fait, parce qu'en 2017 et en 2018, déjà, il a tapé le mur à 2 reprises. Là, il s'est tenu loin, mais n'est pas allé chercher les points. Daniel Ricciardo il avait fait un bon départ. Début de course, ouais. Bon début de course. C'était un bon début de course. A profité un peu du double stack chez Racing Point pour prendre une position à Stroll. Mais au fur et à mesure que la course s'en allait, et en même temps, quand il s'est rapproché de Daniel Kvyat, ce moment où il tente de le dépasser, rate son coup, puis recule sur la Toro Rosso de son ancien coéquipier chez Red Bull. Et là, ce qui était fait. Renault repart avec 0 point. Donc, une grosse déception pour l'écurie française. Faut parler aussi de la plus grosse déception de toutes les 4 dernières courses du championnat. Je pense que Williams. Faut parler de Williams. Tu appelles ça une déception? J'appelle ça une dépression. Ouais, fais un point. Ouais. Écoute, Williams, je sais pas ce qui arrive. Ils sont partis de héros dans les années 80, 90 avec Jacques Villeneuve, qui ont gagné. Alan Jones. Qui a été le premier champion des pilotes avec Williams. Ben oui. Puis que là, il se ramasse à être dans la pire écurie du championnat depuis les 3 dernières années, quasiment. Ouais, il y a une chute. Et en plus, Russell et Kubica qui finissent à 2 tours du vainqueur. Et la fin de semaine ne s'est pas très bien passée. On en a parlé, c'est cette bouche d'égout qui a ruiné la journée de Russell après 12 minutes. Samedi, Kubica qui tape le mur dans le fameux virage 8. Ça a tapé fort. 21G, hein, la collision. Ouch! 21G. Ça a été solide. Ça a été solide. Et en plus de ça, Kubica a reçu un drive-thru pour avoir quitté la ligne des puits plus tôt que prévu. Ils ont fait des travaux parce que lui, il partait de la ligne des puits. Donc, sa course était déjà ruinée. Quant à George Russell, bon, on peut pas vraiment juger parce que la Williams, c'est la pire voiture, on va se le dire. Ouais. Mais le fait que la FW42 est fiable, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose, excuse-moi. On s'entend que le pilote non plus ne fait pas... c'est pas de la faute du pilote. Ouais. Je veux dire, George Russell puis Kubica, c'est des pilotes qui sont bons. Kubica, on le connaît, il y a eu des hauts et des downs, c'est un des pilotes les plus persévérants du championnat de Formule 1. Ça va sans dire. Russell, il est jeune, il a du charisme, il est très 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 bon, très performant, mais il a pas la voiture qu'il faut. Ouais. Si on le mettrait dans une autre écurie à moteur Mercedes, style Racing Point, ça va sans dire que lui, il compterait énormément de points, à même titre que Albon, à même titre que Norris, qui sont deux juniors encore. Qui était en Formule 2 l'année dernière. Exact. Je suis sûr, je suis pas mal certain qu'il serait capable de fournir des points. Ouais. S'il y avait une voiture pour. C'est ça. Mais en plus, Russell fait du mieux qu'il peut. 15e dans les circonstances, c'est bien. Je pense, c'est son meilleur résultat jusqu'à présent en Formule 1. Il est resté propre sur le circuit. Il n'a pas fait d'erreur. Non. Kubica, il a un peu trop poussé au virage 8 lors des qualifications. Sa pénalité de drive-thru, c'est une erreur de l'écurie. Et tu veux savoir quoi? Ouais.
Je t'écoute. Le plancher, en fait, le plancher qui a été remplacé avec le châssis de Russell, Oui, il était supposé être à celui de Kubica pour le Grand Prix d'Espagne. mais là, il se ramasse avec un plancher ancien pour le Grand Prix d'Espagne. Ouais. Ce qui risque de diminuer les performances déjà que la voiture n'est pas assez rapide. Bon, ouais, exact. Ouf. Donc, ouais. Donc, c'est ça qui fait... On a fait le tour des 10 écuries de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Brian, si tu avais à noter cette course, tu donnerais combien? Un 6. Un 6? Un 6. Je trouve que la course aurait pu être plus excitante. Pas que j'enlève rien au pilote. Je trouve que j'enlève rien à la course. C'est que on avait tellement des attentes. Merci. Ouais. Je trouve qu'on avait tellement des attentes hautes pour cette course-là Ouais. qu'on se ramasse le dimanche à être très déçu du résultat. Ouais. C'est pour ça que je donne mon 6 pour cette course-là. Toi, Abdou? Je suis d'accord. Case close. On arrête ça là. Bon, maintenant passons de la Formule 1 à la Formule 2. Oui, on descend de catégorie aujourd'hui. Mais on reste sur le même circuit. Ben oui. Donc, pour prendre la première course 1, la victoire du Britannique Jake Aikens, qui est pour Campos Racing. Il était parti 8e. Dans le fond, il a réussi un excellent départ. Il s'est retrouvé 3e, puis avec une petite gaffe, il a réussi à percer à la première place au milieu de la course. Donc, il y a aussi Nick De Vries qui a fini 2e et Jordan King qui a terminé 3e au circuit. Nicolas Latifi, le Canadien d'origine, termine 4e. Le pilote de l'écurie française Dams mène le championnat avec 47 points. Au moment de la course 1, évidemment. Ouais. Après la course 1, évidemment. Ouais. Il y a eu un incident lors de la deuxième relance de la course. Luca Giotto tape l'arrière de la Dams de Sergio Sette, Camara, puis Louis Delétraz heurte Dorian Boccolacci. Boccolacci, effectivement. Excuse-moi. Puis on finit par abandonner la course. Giotto, deuxième au championnat. Puis il a reçu une pénalité de 5 secondes. Et il est passé de 6e à 9e. Donc, en gros, Latifi menait le championnat avec 47 points. Et Giotto, s'il avait terminé 6e, aurait été 2e avec 2 points de moins que le Canadien. Mais au final, perd des points à 9e parce que lors de la course principale, la course 1, c'est le même système de pointage en Formule 1, donc c'est de 25 à 1, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Mais évidemment, vous avez des points pour le meilleur tour et pour la pole position. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu un abandon du jeune Mick Schumacher au 7e tour. Il y a eu un petit tête à queue, une petite surprise, et il n'y a pas eu la possibilité de redémarrer la voiture. Et il a donc dû abandonner. Et c'est ce qui a amené la première voiture de sécurité. Ouais. Ensuite, il y avait le pole sitter Matsuhita, qui a souffert d'ennui au premier et au deuxième tour. Au premier tour, il y a eu 2 tours de retard, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il était premier à un certain moment, puis à la relance... à la première relance, il menait, mais ensuite, sa voiture a eu quelques ennuis. Il a été obligé de rentrer au puits. Il est revenu avec 2 tours de retard. Bon, il a fini avec un tour de retard au final. On va dire aussi que Baku est la deuxième victoire de Aitken en F2. Il avait gagné la course sprint à Barcelone l'an dernier. C'est sa deuxième victoire en F2 dans sa carrière et sa première cette année en la saison 2019. Premier podium pour King en F2, 7e podium en réunissant le GP2 aussi. Tatiana Calderon, qui est la junior pour Alfa Romeo Sauber, a mené la course jusqu'à parce qu'elle était sur une stratégie complètement différente. Elle a dû avoir un abandon au 16e tour dû à un problème mécanique. Exactement, parce qu'elle partait sur la gomme médium. Et lors de la course feature, qui est la course principale, vous êtes obligé de faire un arrêt au puits. Et donc, vous devez trouver un moyen de rester en piste pour maximiser un peu votre position. Mm-hmm. Et elle était partie sur la gomme médium, la gomme jaune, alors que les autres partaient avec la super tendre, qui est encore là, la gomme violette. Mm-hmm. Donc, elle a fait une stratégie différente. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, puisque sa voiture l'a lâché sur la ligne droite à Bakou. Donc, pour la deuxième course, il y a eu une victoire du Canadien Nicolas Latifi. Juan Manuel Correa, qui est pilote chez Sauber Junior Team by Charouz, est deuxième.
Jack Aitken, 3e. Au départ, Tatiana Calderon envoie Ralph Boschung et Lui de l'étras. Lui de l'étrase, excuse-moi, dans le mur. Puis c'est la première safety car de la course. À la relance, Gelael n'a pas pu résister aux attaques de Latifi. Sean Gelael pour être précis. Ouais. Et il a donc passé en tête de l'épreuve. Et ensuite, Luca Giotto, au deuxième au championnat en ce moment, avant la course du dimanche, a tenté quand même une attaque sur Aitken, mais s'est retrouvé dans le mur, amenant Nikita Mazepin et Jordan King, qui a été vraiment, comme quand je parlais un petit peu plus tôt dans l'émission, les 3 voitures dans le coin, que ça a pris énormément de temps avant de s'en débarrasser, avant la relance. À la relance, il restait juste 90 secondes à faire. Latifi est reparti seul en tête. Aitken a dépassé De Vries, excuse-moi, pour finalement arriver à la 3e place. Et le top 8 se résume à Latifi, Correa, Aitken, De Vries, Schumacher, Sete Camara, Boccolacci, excuse-moi, et Galea. Et voilà. Donc, grâce à ça, Latifi accentue son avance au championnat après les 2 courses. Il est maintenant à 62 points. Aitken passe devant Giotto. Il a 43 points, Giotto 39. Ensuite, on a De Vries 38 et c'était Camara 33. La prochaine épreuve, les prochaines épreuves de Formule 2 auront lieu à Barcelone durant le Grand Prix d'Espagne. Donc, c'est aussi la rentrée à la maison en Europe pour les pilotes de Formule 2. Parlons maintenant de jeux vidéo. Ouh. Oui. Et toi, Brian, avant que je te pose la question, je commence. Es-tu un fan de jeux vidéo? J'adore les jeux vidéo. Ouais? Ouais. Jeux vidéo de course? Oui, Ouais. spécialement jeux vidéo de course. Ok. Donc, tu vas probablement être intéressé par cette nouvelle. Voilà, tu me tiens intéressé, là. Ouais. Parce que vendredi, je pense que c'est avant ou après la séance d'essai libre du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Codemasters, les producteurs officiels des jeux de Formule 1, a annoncé une grande nouvelle pour les amateurs de course. Ok. Ayrton Senna et Alain Prost seront de la nouvelle mouture du nouvel opus de Codemasters F1 2019. Oh, ça s'annonce bon, ça. Ouais, attends, c'est pas tout. La plus grande rivalité de l'histoire de la Formule 1 sera jouable avec la présence des 2 pilotes dont les visages ont été modélisés. Donc, c'est-à-dire leurs visages ont été scannés. Bon, évidemment, Senna à partir de photos parce que malheureusement, il nous a quittés. Et Prost, je pense qu'il est un peu plus récent parce que le visage qu'on a vu, c'est un Prost un peu plus récent de cette année ou probablement dans les années 90. Et en plus de ça, on va retrouver la McLaren MP4 5B conduite par Senna en 90 et la Ferrari F1 90 conduite par Prost cette même année. Pour vous mettre en contexte, 90, c'est l'année où Senna a été sacré champion du monde lors du Grand Prix du Japon lorsqu'il a envoyé Alain Prost dans le sable avec lui au premier virage lors du départ. Et c'était plus une vengeance après ce qui s'est passé sur cette même piste en 89. Donc, il s'agira, en fait, on va retrouver tout ça dans l'édition Légende, où les joueurs, en l'achetant, en fait, les joueurs vont obtenir les voitures 2019 aux couleurs des casques des 2 légendes, donc de Senna et de Prost, en ligne. Donc, si vous jouez en ligne, vous pourrez jouer avec les couleurs des casques de Senna et de Prost. Okay. Donc, la version légende sortira le 25 juin prochain, soit 3 jours avant la sortie officielle du jeu original, qui, comparé aux dernières années, sort beaucoup plus tôt. Avant, c'était en août. Maintenant, c'est en juin. Donc, c'est, je pense, pendant la fin de semaine du Grand Prix de France. Exact. Aussi, on aura droit à 2 autres voitures classiques, la Ferrari F10 et la McLaren MP425 de 2010, puisqu'il s'agira du 10e jeu que Codemasters va produire en tant que jeu officiel de la Formule 1. Donc, ce sont les voitures que Fernando Alonso, Felipe Massa, Jenson Button et Lewis Hamilton ont respectivement conduites, qui ont gagné des courses avec, et ça va se joindre à la Red Bull de 2010, avec laquelle Sébastien Vettel a été sacré champion du monde pour la première fois. Et en plus, tu veux savoir quoi, Brian? Quoi?
La Formule 2 sera dans le jeu. Ouh! Ouais, on en parlait justement, mais ça donne bien. La Formule 2, pour la toute première fois, sera jouable. Par contre, il s'agira de la saison 2018, parce que je pense qu'ils sont encore en train de modéliser les... Je savais qu'il y avait une petite pogne. Ouais, il y a toujours une petite pointe quelque part. Mais pour la première fois, la Formule 2 sera là. Donc, comme je le disais, ils vont juste modéliser les voitures de 2019 et ce sera disponible un peu plus tard de manière digitale. Okay. Mais en attendant, on aura droit aux voitures 2018 avec les pilotes de 2018. Donc, ça veut dire les Russell, Alexander Albon et Lando Norris seront là, en plus de ceux qu'on voit, Nicolas Latifi, Nick De Vries, Sergio Sette Camara et autres. Mick Schumacher, pour ceux qui vont savoir, comme je l'ai dit, va être ajouté un peu plus tard. Puis on aura sûrement d'autres mises à jour un peu plus tard au cours des prochaines semaines. Si vous avez le jeu, allez sur Formula One Games sur Twitter pour avoir toutes les mises à jour concernant F1 2019. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, moi je vais acheter la version légende le 25 juin. Je veux le jeu tout de suite. Alors on parlait de Ayrton Senna, mais là on va être un peu plus sérieux puisque on se rapproche d'une date plutôt tragique dans l'histoire de la Formule 1. Vous écoutez probablement cette balado-diffusion en ce 29 avril. On enregistre, on va pas se le cacher, on enregistre le 28 avril. Mais le 1er mai marquera les 25 ans du décès de la légende brésilienne lors du Grand Prix de Saint-Marin disputé sur le circuit d'Imola en 1994, alors qu'il menait la course au volant de sa Williams Renault. Senna était âgé de 34 ans. Il était triple champion du monde. En 161 Grands Prix sur 11 saisons, il a remporté 41 victoires, a été en pole 65 fois, a obtenu 19 meilleurs tours et 80 podiums. Et sa légende a commencé en 1984 lors du Grand Prix de Monaco, alors qu'il était sur la Toleman. Il a terminé deuxième derrière Alain Prost dans une course qui aurait été interrompue à cause de la pluie. Ouais, une grosse pluie qui a frappé la principauté. Il terminera la saison 84 avec 3 podiums, 13 points et une 9e place à son année recrue. En 85, il court pour Lotus et le 21 avril de cette saison 85, il remporta le Grand Prix du Portugal. Ce fut la première de 165 victoires. Durant cette même saison, il a obtenu 5 poles et une victoire difficile sur le circuit de Spa-Francorchamps. Au final, le Brésilien a terminé 4e avec 38 points. Il a couru 2 autres saisons avec Lotus. Il a engrangé des victoires, des pole positions, mais il n'a jamais pu se battre pour le titre. Il a dû terminer donc respectivement 4e et 3e au championnat des pilotes. En 88, il arrive avec McLaren Honda aux côtés d'Alain Prost, qui a déjà 2 titres. Et il est connu comme étant le meilleur pilote de génération. Et c'est là où a commencé, disons, la rivalité entre les deux. Senna remporta son premier titre cette année-là, alors que lors du Grand Prix du Japon, il était en tête. Il partait en pole position, et à Calais, il se retrouva 13e et il remonta le peloton jusqu'à dépasser Prost. Il avait besoin d'une victoire pour être sacré champion du monde, et c'est ce qu'il fit. En 89, c'est là où la rivalité entre les deux pilotes a pris une grosse tournure. Alors que les deux pilotes menaient, accrochage entre les deux, Senna et Prost se retrouvent dans la zone du dégagement de la chicane avant la ligne de départ arrivée. Senna cale, il arrive à reprendre la course à travers la chicane grâce à une aide des commissaires de piste, mais il sera disqualifié. Le titre de 89 s'en va à Prost. Senna a du mal à accepter la décision d'être disqualifié et ainsi perdre le championnat du même coup. Prost s'en va chez Ferrari. En 90, Senna reste toujours chez McLaren. On se retrouve encore à Suzuka. 1 an plus tard, Senna tente encore une attaque sur Prost. Les deux abandonnent. Senna devient champion de 90. Mais quelques mois après l'incident,
Senna avoua que il voulait tout simplement sortir Prost. Il ne voulait pas que le Français se retrouve premier au premier virage. En 1991, Prost ne gagne plus chez Ferrari. Mansell est victime de malchance. Par exemple, quand il perd le Grand Prix du Canada sur un problème mécanique dans le dernier tour. Senna en profite alors pour remporter son 3e et dernier titre, net et sans bavure, et il va même remporter la course la plus courte de l'histoire lors du Grand Prix d'Australie, qui a eu lieu en 24 minutes. En 93, Prost est de retour après une année sabbatique. Senna serait battu à nouveau sans avoir lutté et triomphé en course, comme lors du Grand Prix d'Europe ou sur la pluie à Donington en Angleterre. Il dépasse 4 pilotes lors du premier tour et donne une bonne leçon à ses adversaires. Et entre autres, il remporte sa 6e victoire sur le circuit de Monaco, qui est devenu son terrain de prédilection. L'aventure McLaren prend fin. Senna s'en va chez Williams à la place de Prost. Avec une voiture compétitive, Senna peut ainsi rêver d'un 4e titre, autant que Prost, et derrière son père spirituel, Juan Manuel Fangio. Lors des Grands Prix du Brésil et du Japon, il obtient la pole position, mais les courses se soldent par 2 abandons. Au Brésil, un tête à queue à la maison et un accrochage dès le départ lors du Grand Prix du Pacifique à Aïda. Puis vient le tragique Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Le vendredi, son protégé, Rubens Barrichello, est victime d'un accident. Le lendemain, Roland Ratzenberger sur Simtek se tue pendant les essais qualificatifs. Senna parle d'arrêter sa carrière avec sa copine dans le temps, mais il va disputer quand même la course. Il a même amené dans sa poche de combinaison un drapeau autrichien qu'il tenait à brandir après sa victoire, en hommage à Ratzenberger. Malheureusement, l'hommage ne viendra pas, puisque lorsqu'il était en tête, la colonne des directions se casse dans la courbe de Tamburello pendant le 6e tour. 14h18, Senna tape le mur. 18h40, la légende nous quittait. Senna était reconnu pour sa grande agressivité en piste, qui était utilisée à bon escient, et il était même reconnu comme étant un pilote très difficile à dépasser. Parlez-en à Nigel Mansell, qui a eu de la difficulté à passer Senna lors du Grand Prix de Monaco de 1992 pendant plusieurs tours. Cette agressivité s'exprimait parfois aussi au-delà de la sportivité, ce qui pouvait l'amener à la provoquer volontairement, selon le contexte du championnat, un accident au mépris des risques encourus. On parlait justement de Japon 90 quand il a attaqué Prost dès le premier tour, dès le premier virage du circuit de Suzuka lors du Grand Prix du Japon. Cette détermination en piste tient en partie de son origine de nombreuses années dans lesquelles il a pratiqué le karting de très haut niveau. Il avait souvent tendance à piloter une Formule 1 de la même manière qu'il conduisait un kart, où les contacts entre les pilotes étaient vraiment pas dangereux, voire même moindres. Et il y avait beaucoup de tensions avec des pilotes moins habitués et qui ont eu la conscience de jouer avec leur vie à chaque course. Plus que ses 41 succès en course, ses performances lors des séances de qualification ont marqué les esprits. Dans cet exercice de vitesse vraiment pur qui exige une performance magistrale sur un tour lancé, Senna porta le record du nombre de pole positions détenu par Jim Clark à 65. Le record sera battu premièrement par Michael Schumacher et par Lewis Hamilton. Son tour de qualification lors du Grand Prix de Monaco 1988 est un bon exemple. Senna a oblitéré carrément la compétition, surtout son coéquipier Alain Prost. Il lui a mis 1,4 secondes d'écart entre les deux. Malheureusement, la pole ne s'est pas transformée en victoire puisque, sur une erreur de concentration, Senna accidenta sa McLaren
tout proche de Portier qui se trouve à l'entrée du tunnel. Un autre aspect du pilotage d'Ayrton Senna réside dans sa maîtrise sous la pluie. Monaco 84 et Donington en 93 sont un bon exemple. Le Brésilien, qui n'avait aucune prédisposition ni préférence particulière pour cet exercice, y avait remédié en multipliant ses entraînements en karting sur des pistes mouillées. Son préparateur physique et mental avait déclaré dans le temps: en réalité, Senna détestait autant la pluie que les autres pilotes. Sa seule différence par rapport aux autres est qu'il gardait le pied posé sur l'accélérateur, ce qui est la preuve d'un courage de s'engager et de persister. Fin de la citation. La fascination exercée par Senna ne tient pas seulement qu'à ses qualités de pilote et à son esprit de compétition, mais aussi parce qu'il avait une personnalité complexe et ambivalente. C'était quelqu'un de très croyant. Senna était un des rares pilotes à avoir longuement et publiquement parlé de son rapport à Dieu, un aspect de vie que les pilotes préfèrent garder pour eux. Cela énervait même certains pilotes, dont Alain Prost, qui sous-entendait que Senna pilotait en se croyant protégé par Dieu, ce qui pouvait le rendre dangereux. Je cite Alain Prost: « Ayrton a un petit problème. Il pense qu'il ne peut pas se tuer parce qu'il croit en Dieu et des trucs comme ça. C'est très dangereux pour les autres pilotes. » Senna répliquait ainsi: « Le fait que je crois en Dieu, que j'ai foi en Dieu, ne me rend pas immortel. Il ne m'immunise pas. » Comme cela a pu être dit. Et ça, c'était après son tour de qualification à Monaco, où il a dit qu'il était dans une autre dimension après son tour magistral où il a mis 1,4 secondes sur Prost. En plus, Senna était habitué par des valeurs et un esprit de justice vraiment important, mais aussi parfois dépassé par ses propres obsessions et ses postures dans une rivalité qui, comme celle avec Prost, ne parvenait plus à gérer, allant même jusqu'à se déjuger sur une consigne qu'il avait lui-même suggérée lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola en 89. Il a trahi Alain Prost en l'attaquant au premier freinage en arguant qu'il s'agissait du second départ de la course et que le principe initialement convenu ne s'appliquait plus. En gros, il y avait un pacte de non-agression que Senna avait imposé à Prost qu'il aura finalement désobéi. Beaucoup de jeunes pilotes de nos jours, et même après son décès, veulent s'identifier à Senna parce que c'était un pilote qui était rapide, qui n'avait pas froid aux yeux et qui avait une certaine lucidité. C'est le cas entre autres de Lewis Hamilton, dont une partie du casque lors de ses débuts en Formule 1 sont inspirés de ceux de Senna. Et même, on a beaucoup dit, entre autres, Gerhard Berger a dit que le pilotage d'Hamilton était semblable à celui de Senna. Agressif, mais aussi calculé et capable de démolir la compétition. Ce 1er mai 1994 fut une date non seulement dure à avaler pour les amateurs de Formule 1, mais aussi pour la population du Brésil, qui, en ce jour fatidique, a perdu une personne qui leur donnait une certaine joie de vivre. Merci à Ayrton pour toutes ces belles années de la Formule 1 et continue de veiller à ce que les pilotes soient un peu comme toi. C'était un hommage à Ayrton Senna et ceci conclut ce long épisode numéro 2 du bulletin F1. Alors, merci beaucoup pour les magnifiques commentaires que vous nous avez laissés sur nos médias sociaux et sur mon compte personnel concernant le premier épisode sur les consignes d'équipe. Alors, pour ce qui est du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le bulletin de notes est disponible sur notre site web bulletinf1.com, bulletinf1.com. Et cette balado-diffusion sera disponible sur toutes les plateformes disponibles. iTunes, Google Play, Spotify, Stitcher, SoundCloud, même YouTube et même TuneIn. Ce sera évidemment disponible sur bulletinf1.com. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé et à nous laisser des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Mon nom est Abdoussal. Et moi, Brian Guimet. On se retrouve la semaine prochaine
pour un autre épisode du Bulletin F1. Puis Brian sera là pour qu'on revienne sur le Grand Prix d'Espagne. Maintenant, va-t'en. Ok, ciao. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1.